TF1, la chaîne de la médiation, grâce à Sans aucun doute, vous permet d'arranger vos problèmes lorsque vous en avez. Problème de famille, par exemple, vous ne savez plus comment vous sortir d'une situation familiale difficile. Nous pouvons vous aider. C'est le cas d'ailleurs du monsieur qui va venir nous rejoindre maintenant sur le plateau. Il s'appelle Dominique et il pense que son propre père serait abusé par un homme qui est en train de le piller. Vous vivez une situation similaire, 0826 107 109, 0826 107 109. Bien sûr, pour l'instant, tout ce que nous disons est à mettre au conditionnel, ce ne sont que des questions. Dominique nous rejoint sur le plateau de Sans aucun doute. Dominique est inquiet. Il a la conviction qu'un homme aurait abusé de la faiblesse de son père aujourd'hui à l'hôpital pour vider son compte en banque. Nous avons constaté aussi plusieurs retraits de carte bleue alors que cette personne était dans l'impossibilité physique de faire ses retraits. Le trou s'élèverait à près de 80 000 € et pour faire taire Dominique, l'homme lui aurait proposé une transaction douteuse. Il a proposé un courrier de 10 000 € moyennant mon silence pour étouffer l'affaire d'un point de vue judiciaire. Alors ça, c'est le bouquet final. Il n'y a plus de doute, le doute n'est plus permis, c'est sans aucun doute justement, il n'y a plus de doute. Dominique est à cran, il veut savoir où est passé l'argent de son papa. Alors, mais là, je préférais quoi. Non, mais tu préférais du tout. Écoute-moi, parce que là, il y a plein de gens qui m'écoutent justement, ça me fait plaisir. Je vais faire un petit remake vite fait, je vais faire une petite synthèse. Pour Sans aucun doute, c'est une nouvelle affaire qui commence tout de suite. Bonsoir Dominique. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur le plateau de Sans aucun doute. Qu'attendez-vous, Dominique, de cette émission ? De cette émission, j'attends tout simplement que mon père soit réhabilité d'un point de vue financier, que justice soit faite vis-à-vis du fait que je pense qu'un certain monsieur l'abuse depuis bientôt 5 ans. Un reportage dans quelques instants va expliquer les tenants et les aboutissants de cette affaire. Nos téléspectateurs comprendront que pendant des années, vous n'avez pas vu votre père jusqu'au jour où vous avez décidé de revenir à vos racines. Et c'est comme ça que vous avez découvert qu'un homme était dans son entourage et lui prendrait, d'après vous, de l'argent. Est-ce que votre père est en état de comprendre ce qui se passe aujourd'hui ou est-ce que vous pensez que justement cet homme pourrait profiter de son état physique ? Mon père est aveugle, amputé, alité depuis 1998. Je ne vois pas dans quelles circonstances il pourrait comprendre quoi que ce soit. Physiquement, donc, il est inapte à réaliser quoi que ce soit. Au niveau de l'intellect, c'est la même chose. On ne peut rien attendre de lui, il est grabataire. Combien aurait pris cet homme s'il lui a pris de l'argent ? Dans les 80 000 €. Bon, alors nous verrons que votre papa n'était peut-être pas dans un état psychologique qui lui aurait permis de faire toutes ces démarches avec le docteur Courtois dans quelques instants. Cet homme est-il victime d'une machination et finalement est-il escroqué? C'est la question que nous posons, même si pour l'instant aucune affirmation n'est faite. Nous essayons d'en savoir plus maintenant grâce au reportage de notre journaliste Sylvain Meyer qui, je le précise, est d'ores et déjà en duplex au moment où je vous parle, sur place pour poser des questions à ce monsieur et pour qu'il puisse nous donner sa vérité après le reportage que voici. Il est 11h. Dominique rend visite à l'homme pour lequel il se bat depuis 3 ans, son père, Jean. Papa, monsieur... Oui. Ça va? Oui. Ça se passe bien? Oui. L'homme que nous découvrons est aveugle, grabataire. Et d'après son fils Dominique, il serait la victime d'un homme qui aurait abusé de son état dans un seul but, le déposséder de tous ses biens. Vous avez signé un papier avec monsieur... Non. Jamais. Vous lui avez jamais autorisé à prendre de l'argent sur votre compte? Non. Non? Vous vous souvenez pas d'avoir signé un papier? Non. Mais quel crédit apporter aux propos d'un homme qui n'a plus que de rares moments de lucidité? Et c'est bien le cœur de cette affaire. Jean était-il conscient de ses actes au moment des faits? C'est ce que nous allons tenter de comprendre. Toute cette affaire aurait pu passer inaperçue, car depuis plus de 20 ans, Jean n'a plus de contact avec sa famille. Ni Dominique, ni sa mère Monique ne savent ce qu'il devient. Il aurait vécu dans un isolement quasi total, sans donner de nouvelles, sans même se préoccuper de ses enfants. Mon ex-mari était quelqu'un de très égoïste. L'argent, c'était son argent. Donner un centime à qui que ce soit, il n'aurait jamais fait.
Même pour ses gosses, il était hyper égoïste. Pour moi, c'était pareil. C'était moi qui devais travailler, m'occuper des enfants, jouer le rôle du père, jouer le rôle de la mère. Un père absent, peu soucieux de sa famille. Malgré tout, Dominique décide de lui donner une deuxième chance et part à sa recherche. Mon père, j'ai voulu le revoir parce que je me posais un tas de questions auxquelles je n'avais pas de réponse à l'époque et auxquelles je n'aurais pas de réponse dans un futur proche ou moins proche. Et surtout, si ça avait été possible, essayer d'établir une relation père-fils normale, au moins sur quelques années avant qu'il décède, en espérant qu'il décède le plus tard possible. Dominique n'aura jamais de réponse à ces questions. Son père est incapable de les lui fournir. Mais en discutant avec les infirmières, il va découvrir que quelqu'un d'autre s'occupe de lui, un homme qui se dit être le fils spirituel de Jean. Intrigué par ce personnage, Dominique cherche à en savoir plus. Et il découvre que cet individu a les pleins pouvoirs sur les comptes de son père, et ce depuis 5 ans, grâce à une procuration plus que douteuse. Il manque un tas de mentions, dont l'adresse, la signature n'est pas celle de mon père, et il est écrit en dessous la mention lui approuvée qui n'est pas écrite de la main de mon père. Pour moi, c'est un fou. Voilà. Il s'est servi d'un fou, il a floué mon père, c'est tout. Hein. Il a floué un handicapé. Car en mars 1998, date de la procuration, tout laisse à croire que Jean était au plus mal. Comme en témoigne ce courrier sorti de son dossier médical, cet homme sortait à peine d'un accident vasculaire cérébral. Il était paralysé du côté gauche et presque aveugle. C'est donc un homme faible et fortement handicapé qui signe ce papier. Pouvait-il comprendre ce qu'il signait? Le doute est permis. Face à toutes ces questions, Dominique entame une procédure pour avoir accès au dossier, mais surtout, il tente de mettre son père à l'abri. J'ai fait en sorte de faire passer à mon père une expertise psychiatrique qu'il a fait mettre sous tutelle, sous sauvegarde de justice. Nous avons retrouvé un homme qui a eu accès au dossier de Jean. Il a vu l'état de ses comptes avant et après la mise sous tutelle. Son analyse est sans appel. Nous avons constaté que tous ces comptes étaient à plat et que plusieurs pensions de maisons de retraite étaient impayées. Nous avons constaté aussi plusieurs retraits de carte bleue, alors que cette personne était dans l'impossibilité physique de faire ses retraits. Sur le terrain, Sylvain Meyer va se lancer à la poursuite du débiteur du père de Dominique. L'individu est du style fuyant. On a rendez-vous avec l'accueil là-bas, on est déjà venu ce matin. On est venu ce matin ? Il aurait tissé un lien particulier avec le vieil homme afin de lui soutirer de l'argent. Et est-ce que vous êtes son fils adoptif? Non, il me fait passer pour son fils spirituel, pas adoptif. D'accord. Le détournement se chiffrerait à près de 80 000 €. Dominique veut qu'on les rende à son père. Parce que là, c'est de l'escroquerie, soyons clairs. Puis nous retrouverons Sylvie et Janine afin de connaître la position de l'assurance dans leur délicat dossier. Nous sommes aussi victimes des agissements de cet individu. Enfin, vous verrez comment nous aiderons Yvette, privée de la maison qu'elle a achetée. Oh oui. Allez, calmez-vous. Calmez-vous, tout va bien. Dites, si vous pleurez quand il y a des bonnes nouvelles, alors moi je ne sais plus quoi faire. J'ai jamais rien eu de ce problème jusqu'à 65 ans. Vous qui arrivez là pour allez, mais c'est bon. Ce problème. La suite de Sans aucun doute, dans un instant, sur TF1. Il y a quelques instants, nous recevions Dominique, dont le père handicapé aurait été délesté de ses économies, soit près de 80 000 €. Le responsable serait un ami du papa qui aurait profité de la faiblesse du vieil homme pour lui prendre son argent. Voici la suite de notre document. Nous avons constaté que tous ces comptes étaient à plat et que plusieurs pensions de maisons de retraite étaient impayées. Nous avons constaté aussi plusieurs retraits de carte bleue, alors que cette personne était dans l'impossibilité physique de faire ses retraits. C'était des retraits de 300, 200, 5, 6 fois par mois. Donc il y a quelqu'un d'autre, vraisemblablement, qui le faisait. Pas pour lui ou sur ses... Non, pas pour lui. De 1998 à 2003, tous les jours, alors que Jean est alité à 2 doigts de la mort, des retraits sont effectués sur son compte. Et le montant total est énorme, 80 000 € en liquide. Et un homme, un pseudo-fils spirituel, qui lui seul avait accès au compte du vieil homme.
Qui est vraiment cet homme? Comment a-t-il procédé pour détourner autant d'argent? Nous nous sommes lancés sur ses traces. Une adresse apparaît dans le dossier de Jean, un pensionnat. Peut-être ont-ils des informations à nous donner sur ce fameux fils spirituel. Quand il est parti, c'est quelqu'un, un ami à lui, qui est venu tout vider. Il avait un papier ou une présentation de monsieur. Donc. Un papier de quel type? C'est pas moi, je dis, j'étais pas là. D'accord. C'est Jean. Qu'est-ce que tu te souviens, toi, du monsieur? Là, est-ce que tu saurais qui c'est qui est venu chercher ses affaires? Alors, c'est monsieur. C'était un monsieur qui s'occupait de lui. Oui, ça. C'est lui? Il me semble bien que c'est lui. Jean et cet homme se connaissaient. C'est même lui qui a pris ses affaires au moment où Jean est hospitalisé en 1998. C'est une première information. Pour en savoir plus, Dominique veut se rendre à cet hôpital. Sur place, nous rencontrons une infirmière. Elle se souvient très bien de notre homme. Ami, on se présente et quand ce monsieur était venu, on m'avait dit c'est son fils adoptif, voilà, et lui aussi se présentait comme son fils adoptif. Ici, plus de fils spirituel, mais un fils adoptif. Un fils adoptif qui a tiré de l'argent dans tous les distributeurs de la région. Et près de 3 ans après sa découverte, Dominique n'arrive toujours pas à obtenir des explications de ce monsieur. J'ai essayé de le recontacter donc, ces 3 dernières années passées et j'ai jamais eu qui que ce soit au bout du fil. Hein. Jamais. Il s'est toujours défilé. Malgré nos recherches, nous ne trouverons pas physiquement notre homme. C'est par téléphone que Dominique lui demande des explications. Cet argent-là, il a servi à quoi? Je l'ai dépensé. À quel titre? Comment ça, à quel titre? Il m'a dit, je suis foutu et utilise-le. Une vieille personne qui te dit je suis foutu, toi qui es valide cérébralement, il ne te serait pas venu à l'esprit de penser à ses enfants, même s'il n'avait plus de relation. Oui, mais bon, apparemment, au niveau des enfants, il ne vous avait pas vu depuis 77, si je me souviens bien, et bon, son fils, c'était moi, quoi, en l'occurrence. D'accord. Notre homme avoue, Dominique est écœuré. D'autant plus que cet homme lui a envoyé un courrier lui demandant d'arrêter les poursuites, moyennant finance. Il a proposé un courrier de 10 000 € moyennant mon silence pour étouffer l'affaire d'un point de vue judiciaire. Alors ça, c'est le bouquet final. Il n'y a plus de doute, le doute n'est plus permis, c'est sans aucun doute justement. Il n'y a plus de doute. Aujourd'hui, j'attends de lui qu'il rembourse à mon père ce qu'il lui a détourné, ce qu'il lui a volé, ce qu'il lui a escroqué, c'est-à-dire 80 000 €. J'attends la suite des événements. Voilà en ce qui concerne l'enquête donc menée par Sylvain Meyer. Ça vous fait de la peine aujourd'hui, en plus de l'avoir découvert dans cet état, après toutes ces années, non-voyant, avec amputé de membres, de voir qu'il pourrait être en plus comme ça à la merci d'un homme? En toute sincérité, je ne vais pas dire non, bien sûr ça me fait de la peine. Cet homme, vous avez essayé d'avoir un dialogue avec lui durant toutes ces années. Enfin, dès que vous avez découvert le poteau rose, je parle de celui qui aurait pu prendre l'argent, vous avez essayé de lui demander des explications? Tout à fait. Pourquoi 1 000 €? Pourquoi mon père? Parce que c'est ça la question. Un homme non-voyant, alité, a besoin comme ça d'aller retirer, et irait retirer comme ça 1 000 € tous les mois. Tout à fait, je suis rentré en contact avec lui en 2003, lorsque j'ai découvert que mon père donc, était escroqué, ou en tout cas je pense qu'il est. J'espère que vous m'aiderez à le démontrer. J'ai essayé de le rencontrer donc par l'intermédiaire d'une dame qui travaille actuellement encore, qui travaillait actuellement, à l'époque dans le centre de gériatrie où se trouve mon père. Lorsque j'ai rencontré cette dame, je lui ai demandé de me donner les coordonnées de la personne qui a semble-t-il escroqué mon père. Elle avait obtempéré un refus catégorique de ma requête. Donc de ce fait, moi, je lui ai transmis mes coordonnées personnelles pour qu'elle les donne à ce monsieur. Le lendemain, ce monsieur m'a téléphoné. On s'est donné rendez-vous à Montpellier le surlendemain. Et je l'avais bien précisé au téléphone. Mon attitude était très positive, aucune agressivité. Je lui avais simplement demandé au téléphone de me ramener l'échiquier et ce que je pouvais voir des comptes de mon père et du suivi de la gestion des comptes de mon père. Et l'entrevue qui a duré pendant 3 heures, je ne suis pas quelqu'un de très patient. Plutôt même impulsif. Donc au bout de 3 heures, je lui ai dit écoutez, moi ce que je veux c'est voir les papiers et puis c'est tout. Quoi. Parce qu'au bout de 3 heures, il n'avait toujours rien montré? Absolument rien. Oui, bien sûr. Alors, docteur Courtois, avant de donner de coups de fil, avant de retrouver notre journaliste en duplex, revenons sur ce qui est arrivé à son papa. Était-il, à votre avis, en mesure de signer une procuration et de comprendre ce qui se passait?
en fonction des documents médicaux qui nous ont été transmis. Ce que je peux vous dire, c'est que cette procuration a été signée, je crois, le 4 mars 98 et que le 10 mars, c'est-à-dire 6 jours après, on a un rapport médical d'un chef de clinique puisque votre papa était dans un centre de rééducation dans un CHU du sud de la France. Et on nous apprend, si vous voulez, que quelques mois auparavant, c'est-à-dire au mois d'octobre 97, il a fait un grave accident vasculaire cérébral, un infarctus sylvien, mais peu importe sur le terme, et que donc il était hémiplégique gauche, donc il n'avait plus la fonction de toute la moitié du corps gauche, qu'en plus il n'avait plus la notion de ce corps, il a une défaillance corporelle, il ne savait plus qu'il avait la moitié du corps gauche, il ne voyait pas de l'œil gauche. En plus, il était dépendant pour tous les actes de la vie courante, la toilette, l'habillage, et il se déplaçait en fauteuil roulant. Donc je pense quand même qu'il n'était pas ce qu'on appelle sain de corps et d'esprit pour signer un document qui engageait quand même une partie de sa vie. Ouais. Est-ce que vous savez si le jour où cette procuration a été signée, votre père était là? A priori, oui. Il était là. Alors, ce qu'on constate, c'est que effectivement, la signature, même si elle ressemble pas du tout à celle de la carte d'identité, ça peut être celle de votre père, car on sent une écriture tremblante. On sent que on n'a même pas eu la force d'appuyer sur le stylo. Oui, hein. C'est très léger. Voilà, c'est certainement lui. Par contre, je doute fort que ce soit lui qui ait marqué lui approuvé dessous. Là, c'est clair qu'on ne peut pas signer comme ça et marquer d'une manière aussi dynamique lu et approuvé. C'est là où peut-être il y a un souci. Nous allons donc maintenant essayer d'avoir des explications et nous tourner vers celui qui aurait pris cet argent en lui demandant, s'il l'a pris, pourquoi, s'il s'en est servi pour votre père, a-t-il des justificatifs? Une dernière question, votre père est dans un centre aujourd'hui? Tout à fait, je l'ai rencontré hier. Qui paie le centre? Le tuteur qui a été désigné par la justice suite à mon enquête initiale en 2003. Donc aujourd'hui, il ne peut plus prendre de sous, ce monsieur? Non, non. Dans un premier temps, le tuteur a été placé sous mandat spécial de justice pour ensuite être nommé par le juge tutelle tuteur à proprement parler le 7 avril 2003, si mes souvenirs sont bons. D'accord. Nous allons donner la parole à Sylvain Meyer, notre journaliste qui est en duplex. Sylvain, m'entendez-vous? Ah oui, je vous entends très bien, Julien. Donc Sylvain, nous avons fait un petit peu le tour des différents détails de cette affaire. Il nous faut maintenant avoir l'explication, la vérité. Il a tout à fait le droit, et dans le cadre de l'objectivité de cette émission, il faut qu'il nous explique, ce monsieur, pourquoi il allait retirer régulièrement près de 1 000 € par mois pour une somme totale, Sylvain, qui est de, rappelons-le, combien? Écoutez, nous nous sommes occupés que des sommes en liquide, des retraits. Nous en sommes à peu près à 80 000 € Julien. Ces retraits, c'était des retraits qui étaient faits à un distributeur grâce à une carte bancaire ou des retraits faits au guichet? Alors, c'est ça qui est assez impressionnant dans cette histoire, Julien, c'est que c'est des retraits qui sont faits à des distributeurs. Il y a des distributeurs dans la région ou de l'hôpital de ce monsieur. Et il y a aussi des distributeurs qui sont à plus de 500 km de là et qui rayonnent tout autour du sud de la France. Donc ce monsieur ne pourra pas nous dire ce n'est pas moi qui les ai faits, c'est lui, puisqu'on sait qu'il est impossible qu'il aille à 500 km. Alors bien sûr, Julien, il ne pourra pas nous dire et il ne le dit pas, puisqu'aujourd'hui, il y a quand même une version officielle de la part de ce monsieur. Ce monsieur dit, j'ai tiré de l'argent, mais c'est le monsieur qui est hospitalisé qui m'a dit de le faire. Ah oui, mais il lui a dit de le faire, mais pour lui redonner après ou il lui a dit, tiens, prends, je te l'ai fait cadeau? Alors ça, c'est le mystère aujourd'hui, Julien. Oui. Maître Michel. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une procuration, supposé qu'elle soit valable, qu'elle soit bonne, ne donne pas le droit à celui qui a la procuration de faire n'importe quoi. Il ne peut utiliser la procuration que dans l'objet de celle-ci, c'est-à-dire dans l'intérêt de la personne qui lui a donné, et c'est à lui de prouver l'utilisation qu'il a faite, c'est-à-dire c'est à ce monsieur de prouver qu'effectivement, il y avait besoin pour l'entretien courant de cette personne de retirer ses 80 000 €. Sans compter que fiscalement, ce monsieur, même si c'est des dons, il a des comptes à rendre, parce qu'effectivement, on ne peut pas donner de l'argent comme ça. Tout à fait, mais au-delà de ça, monsieur a tout intérêt à faire une action, parce que, bon, en vue d'une éventuelle succession, il va de soi qu'il a atteint à sa réserve héréditaire, et donc l'action est totalement fondée. Bien, Sylvain, donc essayons de rencontrer ce monsieur maintenant. Bah écoutez, nous savons qu'il travaille dans un camping de la région, on a 500 mètres, on doit prendre la voiture, on y sera dans 1 minute, Julien. Allez, nous vous attendons, nous vous suivons. Ok. Sylvain Meyer, notre journaliste, se lance à la recherche de notre homme sur son lieu de travail. Manque de chance, il reste introuvable. Nous tentons alors de le joindre par téléphone. Là encore, il ne répond pas. Toujours en duplex, Sylvain Meyer se heurte désormais à l'employeur de notre individu qui refuse de le laisser pénétrer dans les lieux. On a rendez-vous avec l'accueil là-bas, on est déjà venu ce matin. On est venu ce matin, c'est bon? Ouais, mais ce matin, par contre, Ah si, on m'a laissé rentrer ce matin.
Comment? J'ai pas d'accord pour rentrer. Mais je suis allé voir l'accueil, je vais voir l'accueil quand ce temps. Je vais voir avec ma responsable. Puisque nous ne parvenons toujours pas à joindre notre homme, nous voulons délivrer Dominique en l'invitant à quitter le plateau quand soudainement, nous réussissons à obtenir au téléphone celui que nous recherchions. Allô? Bonjour, pardonnez-moi de vous déranger. Je suis Julien Courbet, monsieur, de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Et dans le cadre de la préparation et de l'enregistrement de mon émission, j'essaie sur le plateau de comprendre une situation. Alors c'est vrai qu'on a des éléments, mais c'est un petit peu compliqué. C'est pour ça que je me suis permis de me tourner vers vous pour essayer de mieux comprendre la situation, sachant que j'ai donc à mes côtés Dominique, d'accord, qui est le fils de Jean. Oui. Voilà, et qui essaie de comprendre ce qui se passe un petit peu avec son papa. Alors, je laisse le soin à Dominique de vous demander ce qu'il voudrait savoir exactement. D'accord. Ben, ce que je voudrais savoir, tu le sais, hein, on s'est eu hier au téléphone et je me permets de te tutoyer. Hein, donc, c'est comme ça et pas autrement. Moi, je souhaite qu'il m'explique simplement les débits qui ont été opérés sur les comptes bancaires de mon père. Voilà monsieur. Quelle réponse pouvez-vous lui donner? Ces 5 dernières années, non pas ces 3 dernières années comme il le prétend. Parce qu'on parle, je crois, de près de 80 000 euros, hein? Et pas 22 000. Non, non, pas du tout. Alors, expliquez-nous. Écoutez, je crois qu'il serait bien peut-être que je rencontre monsieur Nourbe, effectivement. Peut-être chez le tuteur qui s'occupe de son père. Pourquoi? Parce que ça me semble logique. Hein. Mais là, on parle de faits qui remontent avant le tuteur. Donc le tuteur, il ne sait pas. Oui, non, mais ce serait bien qu'on se rencontre chez cette personne-là. Cet argent, vous l'avez retiré dans quel but, monsieur? Écoutez, monsieur, là, l'affaire est devant la justice. Je suis désolé, mais je ne peux rien vous répondre à ce niveau-là. Et aujourd'hui, monsieur, est-ce que vous roulez avec la voiture de Jean? Non, non. Vous ne l'avez plus? Non, non. Il ne roule pas dans la voiture de mon père. Il me semble que le 26 août, tu avais rendez-vous avec une personne bien précise. Je me trompe ou pas? Non, non, non. Ben, j'ai pas compris la réponse. C'est oui ou c'est non? Non, non, il a dit. Le 26 août? Oui. Il avait rendez-vous avec qui? À la Grande Motte. Oui, bien sûr, oui. Tu avais rendez-vous avec quelqu'un? Oui, bien sûr. Bon, j'étais présent ce jour-là. Ah bon? Alors, mais là, je préférais qu'on... Non, mais tu préférais du tout. Écoute-moi, parce que là, il y a plein de gens qui m'écoutent justement, ça me fait plaisir. Je vais faire un petit remake, vite fait, je vais faire une petite synthèse. On s'est rencontrés la toute première fois en 2003. On s'est rencontrés que cette fois-là, d'ailleurs. Tout à fait, non, je te dis le 26 août. Hein. Aussi, mais enfin, toi, tu m'as pas vu. Non. Bon, donc on ne s'est pas rencontrés. Bon, d'accord. Par contre, ce qui est important, M. Courbet, c'est qu'il est reparti dans la voiture rouge immatriculée à mon père. Alors, monsieur, depuis, est-ce que vous avez vendu cette voiture? Alors, le 26 août... Elle n'est pas à moi. Ben, je sais bien qu'elle n'est pas à vous. Donc, est-ce que vous roulez toujours avec cette voiture rouge? Très rarement. Bah, très rarement, ça veut dire que très rarement, c'est une chose et pas du tout, c'en est une autre. Ça veut dire que vous roulez bien avec la voiture de son père. Non, j'en ai une autre, je ne roule plus avec celle-ci. Alors, elle est où, celle-ci, aujourd'hui? Écoutez, Mais monsieur, je ne suis pas en train de vous demander qui a tué John Fitzgerald Kennedy. Je vous demande où se trouve la voiture rouge. C'est pas une question... Elle est où, cette voiture? Écoutez... Ça veut dire qu'elle est chez vous, monsieur? Là, on va interrompre cette conversation. Monsieur, encore une fois, ne dites pas par la suite, on ne m'a pas laissé m'exprimer. Hein. Nous sommes bien clairs. Pas du tout. Des millions de téléspectateurs vont voir cette émission. Je vous demande où est la voiture du père de ce monsieur. Vous êtes incapable de me répondre, ce qui me laisse croire qu'elle est certainement en votre possession. Et vous nous dites qu'en août, effectivement, vous rouliez avec. Donc, bon, il a peut-être été sympa, il vous a prêté sa voiture. Quand je vous demande cet argent que vous avez retiré, c'était pour qui, pourquoi? Vous êtes incapable de me répondre aussi. Ah non, pas du tout. Non, alors répondez-moi, monsieur. Je vous dis, mon avocat est entièrement au courant et je pense... Mais c'est son fils, monsieur, je vous explique. L'avocat du tuteur de monsieur Norbert aussi. Hein. Mais monsieur, au décès, et le plus tard possible, je l'espère, de son papa, il y aura des comptes à rendre de toute façon, puisque c'est l'argent de la succession. Donc c'est son fils, il a quand même le droit de savoir. Et là, il n'y a pas d'avocat qui tienne. Il a le droit de savoir en tant que fils ce qu'est devenu l'argent de son père. Aveugle et amputé de surcroît. Écoutez, moi, je suis... Hier, j'ai eu monsieur fils au téléphone, et aujourd'hui à nouveau. Je suis prêt à le rencontrer, je vous dis, chez le tuteur qui s'occupe de monsieur Norbert. D'accord. Et vous allez le rencontrer pour dire quoi devant le tuteur?
on sera tous les trois à l'organisme qui s'occupe de... Mais encore une fois, nous sommes bien d'accord, monsieur, que le tuteur va dire « Moi, je ne m'occupe de cette affaire qu'à partir du moment où j'ai pris la tutelle ». Or, le problème, c'est que l'argent a disparu avant le tuteur. D'accord, mais... Et ça, vous voulez pas nous dire pourquoi, monsieur? Est-ce que vous avez quelque chose à cacher, monsieur? Moi, je propose ça, simplement. Je vais vous donner un conseil d'ami, monsieur. À cette réunion, avec le tuteur, son conseil, et puis le fils, venez avec des propositions de remboursement, parce que vous ne pourrez jamais expliquer comment et pourquoi une personne qui est tout à fait invalide sur un lit d'hôpital s'est trouvée ainsi dans l'obligation de retirer des sommes aussi importantes. Donc, compte tenu du contexte, je vous donne un bon conseil, venez avec des propositions à cette réunion. Dans quelles circonstances a-t-il signé la procuration, monsieur? Je ne me souviens plus. Vous ne vous en souvenez plus. Est-ce que vous vous souvenez, au moins dans les circonstances dans lesquelles vous l'avez rencontré, ce monsieur? Je le connais depuis 1984. D'accord, vous l'avez connu comment? Je l'ai connu par relation. D'accord. Et est-ce que vous êtes son fils adoptif? Non, il me fait passer pour son fils spirituel, pas adoptif. D'accord. Donc vous ne vous rappelez pas dans quelles circonstances a été signée la procuration? Non. C'était à la banque ou c'était à son domicile? C'était à l'hôpital, non? Ah non, il me semble que c'était à l'hôpital. D'accord. Et donc il était couché, lui? Oui. D'accord. Vous allez le voir à l'hôpital régulièrement? Oui. Alors. Maître Fudonneau, je pense que ce serait bien qu'à ce rendez-vous fixé chez ce juge des tutelles, vous y arriviez avec cette voiture rouge. Parce qu'en fait, elle appartient à ce monsieur. Et celui qui devrait en avoir maintenant le libre disposition, c'est-à-dire en fait la mettre en vente, c'est quand même le juge des tutelles. Donc au moins permettez-lui de faire cet acte-là et remettez-lui la voiture, la clé et les cartes grises. Sans problème. Voilà. Ce qui me fascine en plus chez vous, monsieur, c'est qu'au lieu d'avoir des regrets, d'avoir manifestement retiré de l'argent à une personne qui est dans un état de santé épouvantable, le docteur Courtois l'expliquait, vous essayez de vous donner des excuses, des justifications en disant « je suis son fils spirituel ». Honnêtement, je trouve ça déplorable. Maître Michel Quillier, une bonne raison, mais monsieur ne nous la donne pas. Oui. Expliquez-nous, monsieur, à quoi a servi cet argent? Mais à des faits personnels, il l'a reconnu. Donc l'argent, on est bien d'accord que c'était pour vous. Votre version, c'est que le papa vous a dit ça. Je lui rendrai de grands services et nous étions entendus là-dessus. D'accord, comme quoi il vous rémunérait pour vos services. Pardon? Il vous rémunérait pour vos services. Si on peut dire, oui. Bon, d'accord, mais ça, monsieur César, là, il y a encore une autre notion, c'est du travail clandestin dans ces cas-là. On n'a pas le droit de rémunérer quelqu'un comme ça, monsieur. Ça serait trop facile, sinon aucun Français ne paierait de charge. C'est une rémunération, c'est une entente, disons. Oui, oui, mais alors l'entente... Mais bon, là, quand même... Donc demain, moi, dans ma société de production, les 100 personnes, je veux dire, c'est une entente, je vous paie au black. Mais je crois que le mieux, ce serait effectivement qu'on se rencontre et puis qu'on aille voir monsieur Jean-Antoine directement. Et il y a des jours où il est pas mal et il confirmera tout ça. Pour vérifier les propos de notre interlocuteur, nous décidons de joindre l'hôpital. Nous souhaitons savoir si notre homme rend bien visite, comme il le dit, au père de Dominique. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, pareil, le fils du professeur Jean-Antoine. Non. Oui. Ça va bien? Oui, et vous? Oui, ça va, écoutez, on fait aller. Hein. Je suis passé hier voir mon père. Hein. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait me répondre au téléphone? On peut essayer de vous le passer, mais je pense pas qu'il puisse vous répondre forcément. D'accord, essayons. Ben essayons. Juste avant, je pourrais vous poser une question? Allô? Oui, je vous écoute. Monsieur est-il passé hier ou avant-hier le voir? Hein? Non, il n'y a personne qui est venu dans le service. Vous êtes certaine? Hein? Ah ben, moi, autant que je sache, tant que j'étais là, en tout cas, il n'y a eu personne dans le service. D'accord, parce que j'ai eu monsieur hier en fin de matinée avec Sylvain au téléphone, et lui m'a affirmé qu'il était passé voir mon père hier matin. Mais en tout cas, ça m'a pas été signalé et qu'il y a suffisamment de personnel pour voir qui passe, qui passe. C'est ce qui me semblait aussi. Passez-moi mon père, on verra bien. Voilà. En vous remerciant. De rien. Au revoir. Au revoir. Malheureusement, le père de Dominique, très diminué, ne parvient pas à décrocher son téléphone. Son état ne le lui permet pas. Nous reprenons notre conversation avec notre interlocuteur. Alors déjà, essayons de régler ce problème. Vous lui avez dit apparemment que vous étiez passé hier. Oui, non, avant-hier maintenant. Hein. Avant-hier? Oui, Dominique m'a appelé hier, je lui ai dit hier, donc ça fait avant-hier. D'accord, avant-hier. Et apparemment, ils vous ont pas vu là-bas, vous êtes passé à quelle heure? L'après-midi, le matin, les visites sont difficiles. Hein. Bon. Il y a des soins le matin en principe. Ça fait 3 ans qu'il n'a plus de visite de qui que ce soit.
Bien, avant de conclure, monsieur, je sais qu'il y en a pour 12 000 € de chèques. Quelles étaient leurs destinations? C'est des chèques qu'il vous avait fait, que le père vous avait fait? Non, non, pas du tout, non. Qu'est-ce que c'était ces chèques? Non, mais là, je vous dis, nous en reparlerons devant le juge, à la limite. Il n'y a aucun problème. Voilà. Le fait qu'il y ait un juge, il n'y a pas une version pour moi, une version pour le juge. Si vous le dites devant le juge, vous pouvez le dire devant moi. C'était pourquoi ces chèques? Non, 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 mais parce que d'abord, je ne vous connais pas. Oui. Et donc, je ne vois pas en quoi j'aurai à vous répondre, si vous voulez. Non, non, je sais bien, mais enfin, c'est quand même bizarre, vous répondez sur certaines choses et pas sur d'autres. Ben non, mais... La voiture, au début, vous ne vouliez pas répondre, vous n'en aviez pas, puis finalement, vous l'aviez un peu, puis finalement, vous l'avez. Donc, je me suis dit que j'allais tenter peut-être avec les chèques aussi, qu'on allait peut-être... Non, sur les chèques, vous direz rien. Non, mais l'affaire est devant la justice, je vous dis. Hein. Bien, je récapitule et vous me dites si je dis une bêtise, parce qu'encore une fois, comme il y a des millions de gens qui nous regardent, je ne veux surtout pas dire ou vous faire dire des choses que vous ne voulez pas dire. Donc, 1, la voiture du papa, c'est vous qui l'avez et vous êtes disposé à la rendre. On est d'accord? On est d'accord. Sur la somme d'argent évoquée par le fils de 80 000 €, vous n'êtes pas d'accord sur cette somme-là? Exactement. Vous ne voulez pas nous dire non plus de combien, de quelle est la bonne somme? Nous verrons devant la justice. D'accord. Vous ne voulez pas nous dire quelle est l'affectation des chèques qui ont été faits? Il y en a pour près de 15 000 €. Nous verrons aussi. Et voilà, si vous changez d'avis d'ici là, je vais vous passer quelqu'un. Voilà, je vais vous donner nos coordonnées, je vous passe quelqu'un, comme ça vous les avez, et on n'en parle plus. Ne raccrochez pas, je vous passe quelqu'un, et puis c'est terminé. Merci monsieur d'avoir participé à l'émission sans aucun doute. Bonne journée, je vous passe quelqu'un. Merci. Il y a toujours le bénéfice du doute, mais j'avoue que là, il faut aller le chercher loin quand même, maître de Caumont. Il y a beaucoup de choses. De toute façon, le problème, c'est qu'il y a des lois dans ce pays, et même si l'on est de bonne foi, il y a des choses que l'on ne peut pas faire. C'est évident qu'il y a des pratiques, même si elles sont dictées par un seul désintéressement affectueux, qui sont parfaitement illégales et qui mettent les gens, d'une part, en position d'avoir à rendre des comptes sur un plan civil, mais éventuellement d'avoir à subir des poursuites pénales. On n'abuse pas impunément de la faiblesse d'une personne grabataire. Bon, enfin, ce monsieur sait maintenant qu'on est au courant. Visiblement, vous avez quand même lancé pas mal de choses durant la conversation téléphonique qui lui laissent croire que... Ah bon ? Que vous en savez plus et que beaucoup de gens en savent plus. C'est un dossier que nous n'allons pas laisser tomber et nous allons nous retrouver par exemple à la radio très rapidement dans les jours qui viennent. Merci. Pour aller encore un petit peu plus loin et pour essayer d'avoir des explications que vous méritez d'avoir. Merci à tous. Ouais, non, mais c'est pas fini. Hein. Oui, merci quand même. Ça se fait souvent en plusieurs étapes, nos téléspectateurs le savent bien, mais là on a quand même franchi un premier pas. Nous allons maintenant passer à la deuxième étape. Je reviendrai avec plaisir.